Bonjour, on va faire le corrigé du premier exercice de ce devoir libre sur le calcul matriciel. L'exercice commence par des petites définitions. Une matrice quand m carré d'ordre n, quand est-ce qu'elle est dite nilpotente, quand est-ce qu'on va dire que cette matrice est nilpotente, si une certaine puissance de cette matrice est égale à 0, d'accord? S'il existe un certain petit m appartient à une étoile, tel que quand m puissance petit m est égal à 0. Bien sûr, 0, la matrice nulle, d'accord? Puisque grand M puissance plus M, c'est une matrice carrée d'ordre n. Alors, par contexte, ce 0-là, bien sûr, c'est la matrice nulle d'ordre n. Voilà, il y a certaines matrices telles que si on les multiplie par eux-mêmes un certain nombre de fois, on va obtenir la matrice nulle. Ces matrices-là sont des matrices nilpotantes. Un exemple de matrices qui sont classiquement connues d'être nilpotentes, ce sont les matrices qui sont, si on peut dire, sont strictement triangulaires supérieurs ou bien strictement triangulaires inférieurs. C'est-à-dire, par exemple, un exemple d'ordre 3, les matrices du genre 0, quelque chose, un autre quelque chose, 0, 0, un certain autre quelque chose, 0, 0, 0. Bien sûr, ces quelque chose-là ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Peu importe ce que j'ai ici, ici, ici. Cette matrice-là, si tu la multiplies par elle-même 3 fois, tu vas obtenir la matrice nulle, d'accord? Peu importe les quantités que j'ai ici, ici, ici. Ça, c'est un exemple de matrice nilpotente. Bien sûr, on peut, les matrices qui sont de cette forme, de cette même forme-là, mais d'ordre n, de manière générale d'ordre n, d'accord? Des zéros ici, en diagonale, des zéros strictement c'est diagonale, et des quantités ici, peu importe lesquelles. Ces matrices-là, ce sont aussi des matrices nilpotentes, d'accord? Mais bien sûr, il y a d'autres matrices nilpotentes qui peuvent contenir des coefficients non nuls ailleurs, d'accord, à part ça veut dire les matrices nilpotentes ne sont pas forcément de cette forme-là ou bien de cette forme. Il y a des matrices nilpotentes qui peuvent avoir même des coefficients non nuls partout dans la matrice, d'accord. Voilà. Euh, Dans ce cas-là, si j'ai une matrice M nilpotente, donc ça veut dire qu'il existe un certain petit m tel que grand M puissance m est égal à 0. Dans ce cas-là, on va définir l'exponentielle de m. L'exponentielle de m, c'est une matrice de mnk, qui est définie comment? L'exponentielle de m, par définition, c'est la somme de 0 jusqu'à petit m de 1 sur k factoriel m puissance k. Alors, bien sûr, ce petit m-là, bien sûr, c'est le même qui figure ici. Voilà. Donc, vous pouvez constater que ce sigma-là, en réalité, il peut s'arrêter à m-1, car le dernier terme de ce sigma, c'est grand M puissance petit m qui est égal à 0. Donc, en réalité, ce sigma-là, si on veut, on peut l'arrêter à l'indice petit m-1. Vous pouvez aussi remarquer ce sigma-là, on peut en réalité l'étendre. Donc, on peut faire sigma de 0 jusqu'à un certain m', de la même chose bien sûr que ici, pour n'importe quel entier m' qui dépasse petit m. Pourquoi? Car j'aurais tout simplement ajouté des termes qui sont égaux à 0. Car puisque, puisque grand M puissance m est égal à 0, alors je peux voir facilement que m puissance k, ça sera égal à 0, quel que soit k qui dépasse petit m. Pourquoi? Donc, prenez cette égalité, vous la multipliez par grand M, et vous allez avoir grand M puissance plus m plus 1 est égal à 0. Vous la multipliez encore par m, vous aurez... Donc, vous pouvez voir facilement que m puissance k est égal à 0, quel que soit k supérieur ou égal à n. Et par conséquent, si ce sigma-là qui s'arrête en petit m, j'écris un même sigma mais s'arrête à m', ça sera égal, ça sera la même quantité. Pourquoi? Car tout simplement, je vais juste ajouter des termes qui sont égaux à 0, d'accord? Les m puissance k avec k supérieur ou égal à petit m, ce sont strictement, ça sera juste des zéros. En même ou égal, bien sûr, ça sera juste des zéros. Voilà. C'est juste des petites remarques dont on pourra peut-être avoir besoin plus tard, d'accord? Commençons maintenant à corriger de l'exercice. Voilà, on rédige la réponse. Question 1, qu'on va considérer une matrice nilpotente. On va appeler M. Donc, ceci veut dire qu'il existe un certain petit m appartient à une étoile telle que grand M puissance m est égal à la matrice nulle. Donc, puisque
l'ensemble des matrices inversibles qui est noté G et ln K est un groupe. Si M appartient à G ln K, si la matrice M est inversible, alors la matrice nulle qui est égale à M puissance petit m doit rester dans G ln K. Bien sûr, M puissance petit m doit rester dans G ln K. Mais la matrice nulle n'est pas dans G ln K. La matrice nulle n'est pas inversible. La matrice nulle, je ne peux pas la multiplier par une autre matrice et obtenir l'identité, bien sûr. 0 fois n'importe quelle matrice, c'est 0. Donc, ce qui est absurde, quoi. Ce qui est absurde. Voilà, donc là, une matrice nilpotente ne peut pas être inversible. Passons à la deuxième question, c'est ce qui nous intéresse. Puis les autres questions, bien sûr. J'ai deux matrices A et B qui sont nilpotentes, telles que A fois B est égal à B fois A. Que ces deux matrices-là, elles commutent. Bien sûr, on a dit que le produit de matrice n'est pas commutatif, mais ceci veut dire on n'a pas toujours A fois B est égal à B fois A. Mais il existe certaines matrices telles que A fois B est égal à B fois A. Voilà, donc question de 1. On va montrer que dans ce cas, si A, B est égal à B fois A, et A et B sont des matrices nilpotantes, alors leur somme va rester aussi, ça va être aussi une matrice nilpotente. D'accord? On va montrer que A plus B est nilpotente. On va commencer donc par écrire les données qu'on a, par traduire les données que A et B est nilpotente. Donc A est nilpotente, donc ceci veut dire que il existe ce qu'on a. Il existe un certain entier M appartient à n étoile, tel que A puissance M est égal à 0. Si j'écris juste seulement le fait que A est nilpotente. De même, B est nilpotente, ceci veut dire qu'il existe un certain entier M appartient à n étoile, tel que B puissance M est égal à 0. Mais c'est quoi l'erreur que j'ai fait ici? A est nilpotente, ceci veut dire qu'une certaine puissance de A est égale à 0. De même, B est nilpotente, ceci veut dire qu'une certaine puissance de B est égale à 0. Mais ces puissances-là ne correspondent pas forcément au même exposant, d'accord? Une matrice nilpotente, il existe un certain petit m appartient à étoile tel que grand M puissance petit m est égal à 0, mais le m relatif à la matrice A n'est pas forcément le même petit m relatif à la matrice B. On n'est pas forcément les mêmes, donc je ne dois pas leur donner le même nom. Je vais les appeler M et M', ou bien tout simplement le premier, je vais l'appeler moi P. Tu peux l'appeler comme tu veux, moi je vais l'appeler P. Le deuxième, je vais l'appeler Q. Passer à étoile et que P puissance Q est égal à 0. Donc notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de trouver un certain entier, A plus B, puissance un certain entier qu'on va rechercher, de trouver 0. Donc on va faire un petit brouillon, avant de rédiger la réponse, on va faire un petit brouillon. Donc, brouillon. Donc on cherche un certain entier M, tel que A plus B puissance M est égal à 0. Donc le M, on le cherche. Comment ça va être le M, de sorte que A plus B puissance cet entier-là est égal à 0. Donc supposons qu'on analyse cette égalité-là. Donc pour trouver comment ça doit être le petit m tel que A plus B puissance cet entier petit m, ça donne 0. On va analyser cette égalité. Bien sûr, je regarde A plus B puissance petit m, je dois penser automatiquement à binôme de Newton. Et d'ailleurs, j'ai d'autre part la condition qui me permet d'appliquer cette identité de binôme de Newton. A fois B est égal à B fois A, donc j'ai le droit d'appliquer binôme de Newton. Donc je sais que ça est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à petit m de 6K parmi m de A puissance K B puissance m moins K. D'accord? C'est pourquoi donc je regarde, donc je constate que j'ai ici un A puissance K, donc je me demande, je me dis que ce A puissance K va être égal à 0 si K supérieur ou égal à petit p. Donc ici, donc, je peux dire que donc, le A puissance K est égal à 0 pour n'importe quel entier K qui dépasse petit p. Car si je prends cette égalité-là et je la multiplie par A plusieurs fois, je vais avoir A puissance K est égal à 0, peu importe le K supérieur ou égal à P.
Et de même, je vais avoir b puissance k est égal à 0, quel que soit k supérieur ou égal à q. Voilà, donc je me dis que si cette puissance k dépasse petit q, je vais avoir 0. Mais bien sûr, le k, il varie de 0 jusqu'à m. Je n'ai pas forcément a puissance k avec k supérieur ou égal à p. C'est pourquoi je dois avoir l'idée de faire quoi? Je dois avoir l'idée de séparer ce sigma-là en deux sigmas. Un sigma qui commence de 0 jusqu'à p, ou bien jusqu'à p moins 1, et un deuxième sigma qui commence de p, à partir de p. Pourquoi je veux ça? Car dans le deuxième sigma, le cas, ça commence de p, je vais avoir ce que je veux, ça veut dire une puissance de a puissance k est égal à 0, car k supérieur ou égal à p. Donc, expliquons ça en l'écrivant. Donc, je vais avoir sigma de 0 jusqu'à p moins 1. Pourquoi je me suis arrêté à p moins 1? Donc, bien sûr, un peu la même chose, c'est km a puissance k et puissance m moins k, plus un deuxième sigma qui commence de p, car je me suis arrêté à p moins 1 dans le premier sigma. Et bien sûr, il va finir dans m, donc c'est km a puissance k, b puissance m moins k. Voilà, donc dans ce sigma-là, j'ai ce que je veux. J'ai un k qui commence de p et monte jusqu'à m. Donc bien sûr, le m que je cherche, il est forcé à être supérieur strictement à le m que je suis en train de chercher, puisque j'ai trouvé que, voilà, pour pouvoir faire ça, mon m il est forcé à être supérieur strictement à p. Voilà, donc ici, comme on veut, ça est égal à 0, car k supérieur ou égal à p. D'accord? Donc ce sigma-là, on se débarrasse de ce deuxième sigma. Donc je rappelle pourquoi on a séparé ce sigma-là en deux sigmas. Justement pour avoir un sigma qui commence de p. Et par conséquent, je vais avoir a puissance k avec k supérieur ou égal à p. D'accord? Ah. Donc voilà, ce sigma-là est égal à 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0, car je vais sommer juste des matrices qui sont égales à 0. Donc, je regarde l'autre sigma. Bien sûr, ici, le k varie de 0 jusqu'à p moins 1. Je ne vais pas espérer que le a puissance k, ça donne 0. D'accord? Donc, j'ai a puissance m est égal à 0. Peut-être que a puissance m moins 1 différent de 0. Peut-être que ma matrice, il est comme ça. A différent de 0, a carré différent de 0, etc. etc. A puissance m moins 1 différent de 0. Et justement, dans le mème terme, a puissance m est égal à 0. Pardon, p. Je parle de p. Donc, peut-être que ma matrice s'annule exactement à la pème puissance. D'accord? Donc, a différent de 0, a carré différent de 0, etc. etc. A puissance p moins 1 différent de 0. Et justement, dans le p en puissance, à puissance p, j'obtiens 0. Donc, bien sûr, je ne vais pas espérer que ça est égal à 0. Donc, k inférieur strictement à p. Ici, dans ce sigma-là, le k varie de 0 jusqu'à p moins 1. Donc, ceci veut dire que k inférieur strictement à p. Je ne vais pas espérer que ça est égal à 0. Donc, je regarde l'autre terme, d'accord? Le b puissance. Donc, de la même manière, je me dis que si ce m-k-là, elle est supérieur ou égal à q, alors b puissance, ce m-k, ça sera égal à 0. B puissance k est égal à 0, quel que soit k supérieur ou égal à q. Une certaine puissance de b qui dépasse q, ça sera égal à 0. Mais voilà, donc je me dis, est-ce que je peux choisir le m de sorte que le m-k soit supérieur ou égal à q? Mais malheureusement, le k, il est variable. Le k, il est variable. Il varie entre 0 et p moins 1. Le k, il varie dans une zone qui est bornée. Même s'il varie, il varie dans une zone bornée. Donc, si mon m il est suffisamment grand, le m moins k va dépasser forcément le q. Pourquoi? Car ce cas-là, il varie dans un espace qui est limité, borné. Il varie dans l'intervalle des entiers 0 p moins 1. Et donc, si m est très grand, même le k il est variable, le m moins k va être très grand, suffisamment grand pour dépasser le q. Plus précisément, pour ne pas... Lorsque k varie, le m moins k il varie aussi. Lorsque k varie dans l'intervalle des entiers 0 p moins 1, m-k, la quantité m-k varie aussi. Je veux garantir, même si lorsque k varie,
je veux garantir que le M-K soit supérieur ou égal à Q. Est-ce que je peux faire ça? Il suffit donc le M-K varie. Pour que le M-K dépasse toujours le Q, même si lorsque K varie, il suffit que la valeur minimale de cette quantité-là, M-K, dépasse Q. Mais c'est quoi la valeur minimale de M-Q, M-K, pardon? C'est quoi la valeur minimale de M-K lorsque K varie dans l'intervalle des entiers 0P-1? Donc on veut que le M-K dépasse le Q, quel que soit K, appartient à 0P-1, même si lorsque 0 varie entre 0 et P-1. Donc, il suffit que la valeur minimale de cette quantité qui dépend de K, qui varie en fonction de K, dépasse le Q. Mais c'est quoi la valeur minimale de cette quantité qui varie en fonction de K? La valeur minimale, donc pour que ça soit le plus petit possible, le K doit être le plus grand possible, car on fait moins K. C'est quoi la valeur la plus grande de K? C'est P-1, d'accord? Donc, il suffit que, donc pour avoir ça, il suffit de faire la valeur minimale de ça, qui est M moins P-1 soit supérieur ou égal à Q. Donc, voilà. Donc, il suffit que le M soit supérieur ou égal à P plus Q moins 1. Quand je fais passer ça à l'autre côté. P plus Q moins 1. Voilà. Donc, si je veux garantir que cette puissance-là dépasse le Q, même si lorsque le K varie, il suffit il suffit que mon M soit comme ça, soit n'importe quel entier qui dépasse P plus Q moins 1. Et par conséquent, le M que je cherche, c'est n'importe quel entier qui dépasse cette quantité, qui est supérieur ou égal à cette quantité. Je peux même prendre ça, mais moi je vais prendre P plus Q, quoi. P plus Q pour ne pas écrire beaucoup, d'accord? Car je vais écrire des sigma est égal à cette. Je vais écrire sigma plusieurs fois, donc c'est mieux d'avoir P plus Q. Et bien sûr, si vous travaillez avec P plus Q moins 1, ça marche aussi, quoi. Voilà, donc ça c'est juste un brouillon pour trouver l'idée de l'entier qu'on doit prendre. L'entier, nous on a dit c'est n'importe quel entier qui dépasse P plus Q moins 1. Moi je vais prendre P plus Q. Voilà. Donc on rédige la réponse. On a A plus B puissance P plus Q est égal à le sigma de 0 jusqu'à P plus Q de CK parmi P plus Q de A puissance K, P puissance, la puissance que j'ai ici, ça veut dire P plus Q moins K. Voilà. Donc comme on a dit, on va séparer le sigma. Sigma de K allant de 0 jusqu'à P moins 1. On peut s'arrêter à P si on veut. CK P plus Q de A puissance K, P puissance P plus Q moins K, plus le deuxième sigma qui va commencer de P jusqu'à bien sûr la puissance, ça veut dire P plus Q de CK parmi P plus Q A puissance K, B puissance P plus Q moins K. Oh. Mais on a dit, comme on a trouvé dans le brouillon, ce A puissance K est égal à 0, car le K, il est, pardon, dans le deuxième sigma, dans le deuxième sigma, le A puissance K est égal à 0, car le K, il commence de P il monte jusqu'à P plus Q, il est variable, mais il commence de P. L'essentiel, c'est que le K, il est supérieur ou égal à P. D'accord? Donc, il est égal à 0, bien sûr, la matrice. Ici, on a dit qui est égal à 0. Donc, on a dit que cette puissance-là, elle va dépasser le Q. Pourquoi? Car le K, elle est inférieure strictement à P. Donc, ça veut dire la partie P moins Q, la partie P moins Q dans cette expression, elle est positive. Puisque P moins Q, il est positif, pardon, P moins K, il est positif, car K varie de 0 jusqu'à P moins 1, K inférieur à P. Alors, P plus Q moins K, elle va être supérieure ou égale à Q. Donc, ça est égal à 0, car P plus Q moins K, elle est supérieure ou égale à Q. Et pourquoi ça est vrai?
car comme on a dit, le K il est inférieur strictement à P. K inférieur strictement à P, car le K varie de 0 jusqu'à P moins 1. Voilà. Et donc, je vais avoir une somme de 0 plus une somme de 0. Par conséquent, je vais avoir finalement 0. Je vais avoir finalement la matrice. Donc, A plus B nilpotente. Donc, A plus B nilpotente. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, deuxième question, on nous demande de montrer que l'exponentielle de A plus B est égale à l'exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc, bien sûr, question de 2. Avec les notations précédentes, ou bien en tout cas c'est la même question de 1, 2, question de 1, de 2. Donc exponentielle de A plus B, ça sera quoi? Donc puisque A plus B puissance plus Q, ça donne 0, bien sûr je dois, c'est le sigma de K allant de 0 jusqu'à P plus Q, de 1 sur K factoriel de A plus B puissance K. Bon. Donc, je vois A plus B puissance K, automatiquement, je dois penser à appliquer binom de Newton. D'ailleurs, j'ai le droit, K fois B est égal à B fois A. Donc, c'est le sigma de K allant de 0 jusqu'à P plus Q, de 1 sur K factoriel. Donc, je développe cette expression-là par binom de Newton. Donc, je fais une parenthèse pour écrire le sigma. Donc, ce sera un sigma, notre sigma. Bien sûr, le variable de ce deuxième sigma, je ne dois pas l'appeler K pour qu'il ne se mélange pas avec ce cas-là. Je vais l'appeler par exemple I. I allant de 0, je m'arrête pas à la puissance, ça veut dire je m'arrête pas K, attention. De quoi? Donc si I parmi la puissance, si I parmi K, question binomiale c'est IK, de A puissance I, B puissance K moins I. B puissance là, K moins I, voilà. Donc, je dois penser à une interversion de somme, même si on n'a pas donné cette indication-là, d'accord? On doit penser à une interversion de somme, puisqu'on a un double somme. Peut-être que pour arriver à ce qu'on veut, cette deuxième expression, peut-être que une interversion de somme peut marcher, quoi. Donc, voilà. Ça sera bien sûr d'abord, c'est le sigma de 0 jusqu'à P plus Q, de 1 sur K, ou bien je fais rentrer le 1 sur K factoriel à l'intérieur. Ça sera le sigma de I allant de 0 jusqu'à K. 1 sur K factoriel. Regardez, donc on sait que l'expression de C et K, c'est K factoriel sur I factoriel, K moins I factoriel. Donc qu'est-ce que vous constatez? Si j'écris l'expression explicite de C et K, le K factoriel va se simplifier. Et vous pouvez remarquer que le I factoriel que j'ai en bas, ça correspond, il est en concordance avec A puissance I, j'ai K moins I factoriel, donc ici j'ai un B puissance K moins I, d'accord? Donc peut-être, ça sera utile d'écrire l'expression développée, l'expression explicite des coefficients binomiaux, quoi. K factoriel, ici I factoriel, K moins I factoriel, donc A puissance I, B puissance K moins I. Est-ce que vous remarquez la concordance dont j'ai parlé? Donc le I factoriel A puissance I, K moins I factoriel, B puissance K moins I. Le K factoriel se simplifie, d'accord? Donc c'est ce que je voulais dire par concordance des chansons. Donc le K factoriel va se simplifier, c'est très bien. Donc ce sigma-là va être A égale à un sigma de K allant de 0 jusqu'à P plus Q, sigma de I allant de 0 jusqu'à K. C'est mieux d'écrire les choses comme ça. 1 sur I factoriel, A puissance I, car on se rapproche à notre objectif, car comme ça on se rapproche à notre objectif. 1 sur K moins I factoriel, B puissance K moins I. Voilà, je vais appliquer une interversion de ça. Mais bien sûr, comme vous pouvez constater, le deuxième sigma, parmi ces bornes, il y a le variable du premier sigma, d'accord? Le deuxième sigma, il contient dans ces bornes le variable du premier sigma, d'accord? Le deuxième sigma, il s'arrête à K, mais le K, c'est le variable du premier sigma. D'accord? Donc, je n'ai pas le droit d'intervertir les sommes sans aucun changement. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de prendre ça et leur interchanger les places sans aucun changement sur les bornes du sigma. Les bornes, bien sûr, je veux dire les places dans lesquelles il commence et il s'arrête. Voilà, donc lorsque
les bornes du deuxième sigma contiennent les variables des premiers sigma, ce qui est le cas ici. Donc le deuxième sigma s'arrête au cas qui est la variable du premier sigma. Dans ce cas-là, je dois intervertir les choses. Donc comment on fait? Est-ce que vous vous rappelez comment on fait d'après le... Donc le premier sigma, son variable c'est k. Le k, il varie donc, de 0 jusqu'à p plus q. La plus petite valeur c'est 0, la plus grande valeur c'est p plus q. Donc le k, il varie ici. C'est ici qu'il varie le k. De 0 jusqu'à p plus q. Mais le deuxième sigma, il commence de 0 jusqu'à k. Donc ça veut dire le deuxième sigma, il varie ici. C'est ici qu'il varie dans cette zone-là. Il varie de 0 jusqu'à k. C'est comme des petits bâtons. Tel que la bâton I n'a pas le droit de dépasser la bâton K. Bien sûr, elle peut se superposer avec la bâton K, mais il n'a pas le droit de dépasser. Ça veut dire que le bâton I a seulement le droit de bouger ici. Si K il est fixé, bien sûr, le I il a seulement le droit de bouger ici. Voilà, donc si je fais l'interversion de somme, voilà, le premier sigma, ça sera par rapport à I. Le premier sigma, ça sera un sigma par rapport à I. I, ça commence de quoi et s'arrête à quoi? Donc, le premier sigma, si simple, il commence toujours de la plus petite valeur possible jusqu'à la plus grande valeur possible. Il commence toujours d'ici à ici. Ça veut dire, le i, ça va commencer de 0 jusqu'à p plus q. Aucun problème. Voilà. Le deuxième sigma qui va être maintenant par rapport à k. Maintenant, k commence de quoi et s'arrête à quoi? Le k, bien sûr, à un certain i fixé. Imaginez que ce i-là, il est fixé. Alors, le k, il va varier seulement dans cette zone. Le cas, il va varier de i jusqu'à p plus q. Donc la plus petite valeur que va prendre dans le cas, ça sera le i. Et donc, il va s'arrêter à p plus q. De 1 sur i factoriel à puissance i multiplié par 1 sur k moins i factoriel b puissance k moins i. Ok, est-ce que vous pouvez constater que j'ai le droit de faire passer ça? Je peux le faire sortir du deuxième sigma. Pourquoi? Nos variables du deuxième sigma, c'est k. D'accord? Mais cette quantité-là, il ne contient pas de k. Il est constante par rapport à la variable du deuxième sigma k. Donc j'ai le droit de le faire passer à ici. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça sera le sigma de i allant de 0 jusqu'à p plus q de 1 sur i factoriel à puissance i multiplié par le sigma de k allant de i jusqu'à p plus q de 1 sur k moins i factoriel b puissance k moins i. Qu'est-ce que vous constatez encore? J'ai ici un sigma qui commence de i. Et je remarque que j'ai ici un k moins i, un k moins i. Donc je dois penser à quoi? À un décalage d'indice, d'accord? Le deuxième sigma, je dois le rendre un sigma qui commence de 0. Peut-être que, car comme ça je me rapproche, chose que je veux. Sigma de 0 jusqu'à p plus q de 1 sur i factoriel à puissance i fois un sigma, donc le deuxième sigma qui commence de i, maintenant je vais la rendre un sigma qui commence de 0. Donc de 0. C'est comme si dans les bornes j'ai diminué un i. Ok, voilà. Dans les bornes j'ai diminué un i, donc pour que le k qui commence de i devient un k qui commence de 0. Et par conséquent, je dois écrire ici quoi? Je dois écrire p plus q moins i. Puisque j'ai diminué un i dans les bornes de sigma, qu'est-ce que je dois faire devant ce cas? Ce cas-là, je dois le rendre k plus i. De sorte qu'il se simplifie avec ce i-là. Voilà. Le k va devenir k plus i. Donc c'est pourquoi je vais avoir ici 1 sur k factoriel b puissance k. 1 sur k factoriel b puissance k. Donc vous constatez que je suis proche. D'accord? Ça, c'est proche à l'expression de exponentielle de b. Ici, j'ai le i. Le i qui est variable, bien sûr. Le i, c'est la variable du premier cycle. Le i est variable. Je me dis que peut-être, même si le i est variable, peut-être, je me dis que même si le i est variable, peut-être que cette quantité-là va être supérieure ou égale à q. Donc, de sorte que ce sigma-là, je peux la rendre un sigma qui commence de 0 et s'arrête à q de 1 sur k factoriel b puissance k.
D'accord? Donc, ça, bien sûr, c'est peut-être. Pourquoi j'ai le droit alors de faire ça? Car le sigma de 0 jusqu'à une quantité qui dépasse ce qui-là, c'est la même chose que le sigma de 0 jusqu'à Q. Pourquoi? Car les B puissance K avec K dépasse strictement Q, ce sont juste des zéros, des matrices nulles. D'accord? Donc je me dis, voilà, on va vérifier est-ce que ça c'est vrai. Est-ce que le P plus Q moins I va être toujours supérieur ou égal à Q, même si le I varie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord? Imaginez que ce I-là, il varie de 0 jusqu'à P plus Q. Imaginez que ce I est très proche de P plus Q, ou bien même est égal à P plus Q. Imaginez que le I qui est variable est proche de P plus Q, ou bien est égal à P plus Q. Qu'est-ce que ça va être cette quantité-là? Ça sera 0, d'accord? Il n'est pas forcément supérieur ou égal à Q. Ou bien, lorsque le I s'approche de P plus Q, cette quantité-là va être très proche de 0. Et donc, s'il est très proche de 0, elle ne va pas être forcément supérieur ou égal à Q. Voilà, et donc on n'a pas le droit de faire, comme on vient de dire, de rendre ce sigma-là est égal à ce sigma. Comment on va résoudre ce problème? On va résoudre ce problème en constatant que ce sigma-là, en réalité, il peut s'arrêter à P. Pourquoi? Car le A puissance I va être égal à 0 dès que le I dépasse strictement P. D'accord? N'oubliez pas que j'ai le A puissance I multiplié par quelque chose, mais A puissance I multiplié par quelque chose va être égal à 0 si I supérieur ou égal à P, car le A puissance I va être égal à 0. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on va résoudre le... Voilà. Donc ce sigma, le sigma par rapport à I, il va s'arrêter à P, je peux l'arrêter à P. Quoi? 1 sur I factoriel, A puissance I. Donc, je sais bien sûr que ça est égal à 0 si K, pardon, si le I dépasse strictement P. Et par conséquent, je peux m'arrêter à P. Voilà, fois sigma de K allant de 0 jusqu'à P plus Q moins I, de 1 sur K factoriel, B puissance K. Alors maintenant, si je peux faire ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, d'accord? C'est-à-dire, maintenant je peux affirmer que cette quantité-là va être supérieure ou égale à Q, même si même si ce I-là, il est variable. Pourquoi? Car le I, même s'il est variable, il ne va pas dépasser le P. Et par conséquent, la partie P moins I va être positive, d'accord? Va être positive. Voilà. Donc, je peux dire que ça est égal à sigma de K allant de 0 jusqu'à Q, car P plus Q moins I, elle est supérieure ou égale à Q, d'accord? Ou bien car I appartient à 0P. I appartient à 0P. Voilà. Donc, il fait comme ça. Donc, ça sera le sigma de I allant de 0 jusqu'à P de 1 sur I factoriel A puissance I fois sigma de K allant de 0 jusqu'à Q de 1 sur K factoriel B puissance K. Mais ça, c'est exactement quoi? C'est exactement exponentielle de B. Si c'est matrice fixée, elle ne prend pas de I. Donc, je peux factoriser avec, d'accord? Donc, j'ai sigma des quantités qui dépendent de I fois une chose constante exponentielle P. Je peux factoriser à droite par exponentielle de P. Ça veut dire que je vais avoir le sigma de I allant de 0 jusqu'à P de 1 sur I factoriel A puissance I fois exponentielle de B qui est exactement l'exponentielle de A fois exponentielle de P, ce qui termine la réponse.